Que se passe-t-il lorsqu'un président africain de 35 ans entre dans une salle remplie de leaders mondiaux et refuse de suivre leurs règles? Quand tout le monde s'attend à ce qu'il mendie, mais qu'il arrive avec une proposition capable de remodeler un continent entier. L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans les couloirs scintillants du pouvoir à Riyad, où des milliardaires décident du sort des nations autour d'un café, et où le refus d'un homme de s'incliner a tout changé. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de politique. Il s'agit de dignité, de respect, et de ce qui arrive quand quelqu'un ose réécrire le scénario que tous attendent de lui. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi une simple conversation en Arabie Saoudite a envoyé des ondes de choc à travers 3 continents et transformé une nation pauvre en un partenaire égal du jour au lendemain. Les sols en marbre du centre de conférence King Abdulaziz reflétaient la lumière du matin comme des miroirs, chaque surface polie à la perfection. À l'extérieur, la skyline de Riyad s'étendait à perte de vue, des tours de verre s'élançant vers le ciel, monument de l'ambition et de l'argent du pétrole. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde d'anticipation et de cette tension subtile qui accompagne toujours les rassemblements des personnes les plus puissantes du monde. C'était le 15 mars, et le sommet annuel sur l'investissement du prince héritier saoudien allait commencer. Ce n'était pas une simple réunion d'affaires. C'était un lieu où des fortunes se faisaient et se défaisaient d'une poignée de main, où des économies entières pouvaient basculer d'un simple signe d'approbation. La liste des invités ressemblait à un annuaire de l'influence mondiale, des milliardaires de la tech de la Silicon Valley, des cadres pétroliers de Houston, des magnats industriels d'Allemagne, et des chefs d'État dont les signatures pouvaient déplacer des montagnes. Le prince héritier Mohammed Ben Salman entra dans la grande salle à 9 heures précises. Sa présence imposait une attention immédiate. À 38 ans, il avait déjà transformé l'économie saoudienne, lancé des projets de villes futuristes valant des centaines de milliards, et positionné son royaume comme un pont entre l'Est et l'Ouest. Son plan Vision 2030 ne remodelait pas seulement l'Arabie Saoudite, mais tout le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il déciderait quels partenariats mondiaux méritaient les vastes ressources de son royaume. Les délégués arrivaient depuis l'aube. Des jets privés s'alignaient sur le tarmac de l'aéroport international King Khaled comme des voitures de luxe dans un showroom. Chaque visiteur venait avec des propositions, des présentations et des promesses. Il parlait de projets d'énergie renouvelable, d'entreprises d'intelligence artificielle, d'initiatives d'exploration spatiale et de développement de villes intelligentes. La compétition était féroce. Tous voulaient une part du fonds d'investissement public saoudien de 2000 milliards de dollars. Parmi les visages familiers, il y avait quelques surprises. Le président de Singapour avait fait le voyage pour discuter de la fabrication de semi-conducteurs. Le ministre des Affaires étrangères du Brésil apportait des propositions pour des échanges de technologies agricoles. Même le Premier ministre de l'Estonie était là, vantant des solutions de gouvernance numérique. Mais enfoui profondément dans l'agenda du jour, presque comme une pensée après coup, un nom faisait gratter la tête de nombreux participants, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Les murmures commencèrent immédiatement. Le Burkina Faso, cette nation enclavée d'Afrique de l'Ouest que la plupart des gens ne pourraient pas situer sur une carte. Qu'est-ce qui pouvait bien amener leur leader à un sommet conçu pour les superpuissances économiques? Le PIB total du pays atteignait à peine 15 milliards de dollars, moins que ce que certains participants dépensaient en acquisition de week-end. Leur infrastructure était en retard de décennies, leurs ressources limitées, leur influence internationale minime. Cela semblait presque absurde. Pourquoi est-il même ici, murmura la délégation allemande. Qu'est-ce que le Burkina Faso a que l'Arabie Saoudite pourrait vouloir? La réponse à cette question allait bientôt remodeler la compréhension de tous sur le pouvoir, le partenariat et le potentiel. Alors que les sessions matinales avançaient, les présentations se succédaient selon un schéma prévisible, diapositives PowerPoint élégantes, statistiques impressionnantes, cadres polis en costume à 1000 $ prononçant des discours soigneusement répétés. Le prince héritier écoutait poliment, posait des questions stratégiques et faisait des promesses vagues de considérer toutes les propositions. L'atmosphère était professionnelle mais froide. Les affaires sont les affaires, rien de plus. Puis vint la pause déjeuner. Les délégués se mêlaient en petits groupes, discutant des tendances du marché et échangeant des cartes de visite. Les officiels saoudiens circulaient parmi la foule comme des hôtes gracieux, veillant à ce que chacun se sente accueilli tout en maintenant la distance prudente que le pouvoir exige. C'est pendant cette pause qu'Ibrahim Traoré fit enfin son apparition. Il était tout ce que la salle n'attendait pas. À 35 ans, il était plus jeune que la plupart des PDG présents, mais il se tenait avec une confiance tranquille impossible à ignorer. Contrairement aux autres délégués, il ne portait pas un costume occidental.
Il arborait l'uniforme militaire traditionnel de sa nation, non pas comme un costume ou une mise en scène culturelle, mais comme une déclaration d'identité et de fierté. Le tissu n'était pas coûteux, la couture imparfaite, mais quelque chose dans sa présence imposait le respect. Les conversations s'éteignirent peu à peu alors que les gens le remarquaient. Voici un homme qui, clairement, n'appartenait pas à ce monde de transactions à milliards et de réseautage au champagne, et pourtant, il semblait parfaitement à l'aise dans sa peau. Il ne se précipita pas pour se présenter aux figures influentes ou distribuer des cartes de visite comme des confettis. Il se contenta de rester là, observant calmement, attendant son moment. Lorsque les sessions de l'après-midi reprirent, Traoré était prévu pour parler en dernier. À cette heure de la journée, la plupart des délégués pensaient déjà au plan de dîner et au vol du soir. Le prince héritier avait écouté des heures de présentation, son attention diminuant visiblement malgré sa politesse diplomatique. Plusieurs participants avaient commencé à vérifier leur téléphone et à murmurer sur des départs anticipés. Puis le modérateur annonça « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso ». Les applaudissements polis furent notablement tièdes. Cela était clairement perçu comme le geste obligatoire de la journée envers l'inclusion africaine, une case à cocher plutôt qu'une opportunité sérieuse. Même le prince héritier sembla s'installer dans son siège avec la patience résignée de quelqu'un endurant une formalité. Traoré marcha vers le podium avec des pas mesurés. Il ne portait ni ordinateur portable, ni télécommande de présentation, ni pile de documents. Aucun diaporama n'apparut sur les écrans massifs encadrant la scène. Au lieu de cela, il se tint là un instant, établissant un contact visuel avec différentes sections du public. Le silence s'étira juste assez pour devenir notable, juste assez pour faire légèrement pencher les gens en avant. Quand il parla enfin, sa voix était calme mais portait clairement à travers la salle sans amplification. « Votre Altesse royale, commença-t-il, distingué délégué, j'ai une question pour vous. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez l'avenir, que voyez-vous » La salle s'agita légèrement. Ce n'était pas une ouverture habituelle. Pas de gratitude pour l'invitation, pas de louange pour l'hospitalité saoudienne, pas de statistiques sur le Burkina Faso. Voyez-vous des bâtiments plus hauts, des ordinateurs plus rapides, des machines plus efficaces ? Continua Traoré. Ou voyez-vous des êtres humains se tenant un peu plus droits, marchant un peu plus fiers, rêvant un peu plus grand ? Les sourcils du prince héritier Mohamed Ben Salman se levèrent presque imperceptiblement. Ce n'était clairement pas un pitch d'investissement standard. Traoré s'éloigna du podium, se rapprochant de son auditoire. Pendant les 6 dernières heures, j'ai écouté des esprits brillants discuter de pénétration de marché, de marge bénéficiaire et de retour sur investissement. Toutes des mesures importantes, tous des calculs nécessaires. Mais j'ai entendu très peu parler de la seule ressource qui crée réellement la richesse, le potentiel humain. Il marqua une pause, laissant cette déclaration s'imprégner. Votre Altesse, votre royaume a investi brillamment à travers le monde, start-up de la Silicon Valley, manufactures européennes, hubs technologiques asiatiques. Vous avez bâti des partenariats avec des nations qui ont déjà de la richesse, des infrastructures et de la stabilité. Mais puis-je demander, quand avez-vous investi pour la dernière fois dans la faim humaine brute ? La question plana dans l'air comme un défi. Plusieurs délégués échangèrent des regards. Cela ressemblait de moins en moins à une présentation d'affaires et de plus en plus à un débat philosophique. Je viens d'un endroit dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, poursuivit Traoré. Le Burkina Faso, terre des personnes droites. Nous n'avons pas de réserve de pétrole comme nos voisins, pas de mines de diamants comme d'autres, pas de vastes côtes pour le commerce maritime. Ce que nous avons est bien plus rare dans le monde d'aujourd'hui, des gens qui n'ont pas encore appris que certaines choses sont impossibles. Il plongea la main dans sa veste et en sortit quelque chose qui fit pencher plusieurs personnes dans les premiers rangs avec curiosité. C'était une petite photo usée. Cette photo a été prise il y a 3 mois dans un village appelé Gango, dit-il en la tenant. Le garçon sur cette photo a 10 ans. Il s'appelle Moussa. Jusqu'à récemment, il n'avait jamais vu de lumière électrique. Son village n'avait ni réseau électrique, ni générateur, rien. Quand le soleil se couchait, leur monde devenait sombre. La voix de Traoré resta stable, mais quelque chose dans son ton avait changé. Il y a 3 mois, nous avons installé notre premier panneau solaire communautaire à Gango. Pas avec de l'aide étrangère, pas avec des prêts de la Banque mondiale, mais avec des ressources que nous avons générées nous-mêmes grâce à des réformes d'exportation agricole et à des améliorations de l'efficacité minière. Et savez-vous ce qui s'est passé quand la première ampoule a illuminé la maison de Moussa ?
La salle était maintenant totalement silencieuse. Même le prince héritier avait cessé de jouer avec sa tablette. Il n'a pas célébré. Il n'a pas dansé. Il a regardé son père et a dit, « Maintenant, nous pouvons étudier après le coucher du soleil. Maintenant, nous pouvons construire quelque chose. » 10 ans. Et sa première pensée n'était pas le divertissement ou le confort. C'était la productivité et la construction. Traoré commença à marcher lentement sur la scène, ses yeux passant d'un visage à l'autre. Cette photo représente ce dont je suis venu parler. Pas de charité, pas d'aide, pas d'assistance au développement. Un partenariat. Un vrai partenariat entre des nations qui ont du capital et des nations qui ont de la faim. Il s'arrêta directement devant la table du prince héritier. « Votre Altesse, vous avez parlé avec éloquence. De diversifier l'économie saoudienne au-delà de la dépendance au pétrole. Vous avez investi dans l'intelligence artificielle, l'énergie renouvelable, le tourisme, le divertissement, toutes des stratégies sages. Mais puis-je suggérer que la plus grande opportunité de votre royaume ne réside pas dans le remplacement du pétrole par la technologie, mais dans le remplacement des transactions par la transformation ? » L'audace de cette déclaration ondula à travers la salle. Plusieurs délégués se tortillèrent inconfortablement. Personne ne parlait au prince héritier Mohammed Ben Salman aussi directement, surtout pas les représentants de pays dont les économies entières étaient plus petites que le surplus budgétaire annuel de l'Arabie saoudite. Mais Traoré n'avait pas fini. L'Afrique n'est pas un continent qui demande des aumônes. Nous sommes un continent qui offre un partenariat. 54 nations avec plus d'1 milliard de personnes, la plupart ayant moins de 25 ans, la population la plus jeune et la plus énergique de la Terre, vivant sur une masse terrestre riche en minéraux, en terres arables et en potentiel d'énergie renouvelable. Mais voici ce qui rend l'Afrique différente des autres opportunités d'investissement, nous écrivons encore notre histoire. Il sortit une tablette, la première technologie qu'il affichait, et projeta une carte simple sur les écrans derrière lui. Elle montrait le continent africain avec une série de lignes pointillées traversant d'ouest en est. Ceci est le corridor d'infrastructures Trans-Sahel, annonça-t-il, un réseau de routes, de chemins de fer, de lignes électriques et de systèmes de communication reliant Dakar à Djibouti. 8000 km de développement coordonné à travers 12 nations. Le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire africaine, conçu non par des consultants étrangers, mais par des ingénieurs, des économistes et des planificateurs africains. L'énergie de la salle avait complètement changé. Les gens se penchaient en avant, les téléphones étaient mis de côté, et plusieurs délégués prenaient des notes. Le coût total de ce projet est de 800 millions de dollars, continua Traoré. Moins que ce que l'Arabie saoudite dépense pour un seul complexe de luxe. Mais l'impact serait transformationnel. Imaginez connecter l'abondance agricole de l'Afrique de l'Ouest avec les ports de l'Afrique de l'Est. Imaginez des fermes solaires dans le Sahara alimentant des centres industriels du Sénégal au Soudan. Imaginez un Internet à haut débit connectant les universités africaines avec les réseaux de recherche mondiaux. Le prince héritier Mohammed Ben Salman se penchait maintenant en avant, les coudes sur la table, son attention entièrement captée par la présentation. Mais voici pourquoi cela importe spécifiquement à l'Arabie saoudite, dit Traoré, revenant à s'adresser directement au prince. Ce n'est pas seulement une question de développement africain. C'est une question de positionner votre royaume comme le pont entre les continents. Chaque tonne de cargaison transitant par ce corridor pourrait passer par les ports saoudiens. Chaque mégawatt d'énergie pourrait être complété par la technologie renouvelable saoudienne. Chaque réseau de communication pourrait être amélioré par les investissements saoudiens en télécommunications. Il passa à la diapositive suivante, montrant des projections économiques et des estimations de flux commerciaux. Les estimations prudentes suggèrent que ce corridor augmenterait le commerce saoudien-africain de 400% en une décennie. Mais plus important encore, il établirait l'Arabie saoudite non seulement comme une puissance régionale, mais comme un connecteur mondial, la nation qui a aidé à unir l'Afrique avec l'Asie, l'Europe et les Amériques. La présentation devenait plus technique, avec des modèles financiers détaillés et des calendriers de mise en œuvre, mais Traoré revenait sans cesse à son thème central. Le partenariat plutôt que le patronage, l'investissement plutôt que la charité, la transformation plutôt que la transaction. Votre Altesse, dit-il, avançant vers sa dernière diapositive, chaque grand royaume de l'histoire est souvenu non pour ce qu'il a accumulé, mais pour ce qu'il a construit. Les Égyptiens ont construit des pyramides. Les Romains ont construit des routes. Les Britanniques ont construit des navires. Que construira l'Arabie saoudite ? Il éteignit la présentation et revint au centre de la scène. Je propose que l'Arabie saoudite construise des ponts.
Pas des ponts physiques et des ponts humains, des ponts économiques. Des ponts entre le continent le plus jeune du monde et son royaume le plus ambitieux. La salle vibrait d'attention. Ce n'était plus la patience polie accordée au pitch d'une nation mineure. C'était une proposition politique sérieuse avec de réelles implications stratégiques. Mais ensuite, Traoré fit quelque chose de totalement inattendu. Il ferma sa tablette, s'éloigna du micro et commença à parler sans aucun support technologique. Cependant, dit-il, sa voix portant clairement dans la salle soudainement silencieuse, je dois être totalement honnête avec vous. Je ne suis pas venu ici principalement pour demander votre investissement. Un murmure de confusion parcourut l'audience. L'expression du prince héritier Mohammed Ben Salman s'aiguisa d'intérêt. Je suis venu vous offrir quelque chose de bien plus précieux qu'une opportunité d'affaires, continua Traoré. Je suis venu vous offrir une place dans l'histoire. Non pas en tant que royaume qui s'est enrichi grâce au pétrole, mais en tant que royaume qui a aidé d'autres nations à s'enrichir grâce à leurs propres ressources. Non pas en tant que pays qui a acheté de l'influence, mais en tant que pays qui a construit de l'influence à travers le partenariat et le respect. Il marqua une pause, laissant cette distinction s'imprégner. Le corridor Trans-Sahel sera construit avec ou sans la participation saoudienne. Mon pays et nos voisins se sont déjà engagés à le réaliser. Nous avons des partenaires chinois intéressés, des investisseurs européens qui se renseignent, et des corporations américaines qui étudient la faisabilité. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés, nous avons besoin de partenariat. L'audace de cette déclaration était saisissante. Voici un représentant de l'un des pays les plus pauvres du monde disant essentiellement à l'un des plus riches que leur participation était bienvenue mais pas essentielle. Mais Traoré poursuivit, si l'Arabie Saoudite choisit de rejoindre ce projet, vous n'investirez pas seulement dans des infrastructures. Vous investirez dans l'avenir de la coopération Sud-Sud. Vous démontrerez que la richesse est la plus puissante lorsqu'elle crée plus de richesse, pas lorsqu'elle accumule simplement plus de richesse. Il commença à marcher à nouveau vers la table du prince héritier, mais cette fois, son approche semblait moins une présentation et plus une conversation entre égaux. Votre Altesse, vous avez parlé de Vision 2030 et de la transformation de l'Arabie Saoudite en un hub mondial. Mais imaginez Vision 2050, l'Arabie Saoudite en tant que nation qui a aidé à transformer un continent entier. Imaginez des entreprises saoudiennes non seulement opérant en Afrique, mais croissant avec l'Afrique. Imaginez des étudiants saoudiens étudiant dans des universités africaines que l'investissement saoudien a aidé à construire. Imaginez des étudiants africains faisant de la recherche dans des laboratoires saoudiens que les minéraux africains ont aidé à construire. La vision qu'il dépeignait était vaste, ambitieuse et totalement différente de la relation donateur-bénéficiaire qui caractérisait habituellement les partenariats économiques Nord-Sud. C'est pourquoi je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint demandant de l'argent, dit Traoré. C'est pourquoi je n'ai pas amené une délégation de consultants avec des projections financières. C'est pourquoi je suis venu seul, parlant en tant que leader à un autre, offrant un partenariat entre égaux. Il s'arrêta directement devant le prince héritier, assez près pour une conversation privée mais parlant assez fort pour que toute la salle entende. Votre Altesse, je crois que la plus grande réalisation de l'Arabie Saoudite ne sera pas le plus haut bâtiment, le train le plus rapide ou l'intelligence artificielle la plus avancée. Votre plus grande réalisation sera de prouver que le vrai pouvoir réside non pas dans la domination des marchés, mais dans la création de marchés, non pas dans le contrôle des ressources, mais dans le développement des ressources, non pas dans l'achat de la loyauté, mais dans le gain du respect. La salle était absolument silencieuse. C'était soit la présentation diplomatique la plus impressionnante que quiconque ait vue, soit le suicide de carrière le plus spectaculaire dans les relations internationales modernes. Le prince héritier Mohammed Ben Salman resta immobile pendant plusieurs longues secondes, son expression indéchiffrable. La tension était palpable. Chaque délégué dans la salle comprenait qu'il assistait à un moment charnière qui pourrait soit lancer un partenariat révolutionnaire, soit se terminer par un embarras diplomatique. Enfin, le prince héritier parla. Sa voix était calme mais portait clairement à travers la salle silencieuse. Président Traoré, dit-il, au cours des 5 dernières années, j'ai entendu des milliers de pitchs d'investissement. On m'a présenté d'innombrables opportunités, propositions et partenariats. La plupart d'entre eux se concentraient sur ce que l'Arabie Saoudite pourrait fournir, notre capital, nos marchés, notre position stratégique, notre influence. Il marqua une pause, ses yeux fixés sur Traoré. Vous êtes la première personne à se concentrer sur ce que l'Arabie Saoudite pourrait devenir. Le prince héritier se leva lentement, son mouvement provoquant une vague d'attention dans la salle. Lorsqu'il atteignit sa pleine hauteur,
Il continua, s'adressant maintenant non seulement à Traoré, mais à toute l'Assemblée. Mesdames et messieurs, ce que nous venons de voir est précisément le type de pensée qui définira le prochain siècle de développement mondial. Le président Traoré ne nous a pas demandé de résoudre les problèmes de l'Afrique. Il nous a invités à participer aux solutions de l'Afrique. Il commença à contourner sa table, se rapprochant de Traoré. C'est exactement le type de partenariat que Vision 2030 a été conçu pour créer, des relations basées sur des bénéfices mutuels, une croissance partagée et le respect des contributions de chaque partenaire. Le prince héritier s'arrêta directement devant Traoré, assez près pour que leur conversation devienne personnelle plutôt que publique, bien que tous dans la salle tendaient l'oreille pour entendre chaque mot. Monsieur le Président, dit-il, votre corridor d'infrastructures Trans-Sahel représente exactement le type d'investissement transformationnel que l'Arabie Saoudite veut soutenir non pas parce que nous voyons l'Afrique comme un cas de charité, mais parce que nous voyons l'Afrique comme un partenaire dans la construction de l'avenir économique mondial. Il se tourna pour s'adresser à un public plus large. Le fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite s'engage à verser 500 millions de dollars pour la première phase du corridor d'infrastructures Trans-Sahel, avec des engagements supplémentaires conditionnés par les jalons du projet et la participation des nations partenaires. L'annonce envoya des ondes de choc à travers la salle. Plusieurs délégués altèrent audiblement. Mais le prince héritier n'avait pas fini. De plus, continua-t-il, l'Arabie Saoudite établira un bureau permanent de partenariat africain à Riyad, dédié spécifiquement à l'identification et au développement des opportunités de coopération sud-sud. Président Traoré, j'aimerais vous inviter à présider le conseil consultatif de cette nouvelle initiative. L'offre était sans précédent. Les leaders africains étaient généralement invités en Arabie Saoudite comme des suppliants ou des participants à des cérémonies, jamais comme des partenaires stratégiques dans la conception de la politique saoudienne. Traoré accepta d'un simple hochement de tête, mais ses yeux trahissaient la magnitude de ce qui venait de se produire. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'infrastructure. C'était une question de dignité, de respect et de la reconnaissance que le partenariat pouvait être plus puissant que le patronage. Votre Altesse, répondit Traoré, ce partenariat sera souvenu comme le moment où le Sud global a vraiment commencé à coopérer plutôt qu'à rivaliser. Quand la richesse est devenue un outil pour créer de la richesse plutôt que simplement accumuler de la richesse. Le prince héritier sourit, la première expression authentique de plaisir qu'il avait montrée de toute la journée. Monsieur le Président, je crois que vous avez absolument raison, et je crois que ce partenariat bénéficiera à nos deux nations bien plus que ce que l'un de nous peut imaginer actuellement. La session formelle se conclut par des applaudissements polis, mais la véritable énergie se trouvait dans les conversations privées qui suivirent. Des délégués d'autres nations africaines approchèrent immédiatement Traoré, impatients de comprendre comment leur pays pourrait participer à ce nouveau cadre. Des représentants européens et américains commencèrent à calculer comment ce partenariat saoudien-africain pourrait affecter leurs propres relations continentales. Mais le développement le plus significatif eut lieu loin des caméras et des micros. Alors que les délégués commençaient à quitter la salle de conférence, le prince héritier Mohamed Ben Salman approcha Traoré pour une conversation privée. Monsieur le Président, dit-il doucement, je veux que vous sachiez que votre présentation aujourd'hui n'était pas seulement impressionnante, elle était nécessaire. L'Arabie Saoudite cherchait des partenariats authentiques plutôt que des relations transactionnelles. Vous nous avez montré à quoi cela ressemble réellement. Traoré hocha la tête avec gratitude. Votre Altesse, le Burkina Faso a appris que la dignité est plus précieuse que la charité, et que le partenariat est plus puissant que le patronage. Aujourd'hui a prouvé que ces principes peuvent fonctionner dans la pratique, pas seulement en théorie. Le prince héritier tendit la main pour une poignée de main qui ressemblait moins à un protocole diplomatique et plus au début d'une alliance authentique. Monsieur le Président, je crois que c'est le début de quelque chose de transformationnel pour nos deux régions. Alors que la nouvelle du partenariat se répandait au-delà des murs de la conférence, la réaction fut immédiate et spectaculaire. Les marchés boursiers africains bondirent alors que les investisseurs reconnaissaient les implications du développement des infrastructures soutenues par l'Arabie Saoudite. Les réseaux sociaux explosèrent avec des commentaires sur ce nouveau modèle de coopération internationale. Les jeunes Africains publièrent des extraits de la présentation de Traoré avec des légendes comme « Voilà à quoi ressemble le leadership » et « Enfin, quelqu'un qui parle en égal ». La couverture médiatique internationale fut extensive mais divisée. Les médias occidentaux se concentrèrent principalement sur les implications géopolitiques, comment ce partenariat saoudien-africain pourrait affecter l'influence européenne et américaine sur le continent. Les médias chinois soulignèrent les aspects compétitifs, notant que ce développement pourrait compliquer l'initiative chinoise de la ceinture et la route en Afrique.
Les publications du Moyen-Orient célébrèrent le partenariat comme une preuve du leadership mondial croissant de l'Arabie saoudite. Mais la réponse la plus significative vint des autres leaders africains. Dans les 48 heures suivant l'annonce de Riyad, des présidents et premiers ministres de tout le continent contactèrent à la fois l'Arabie saoudite et le Burkina Faso, désireux de participer à ce nouveau cadre de coopération internationale. Le président du Sénégal appela pour discuter de la connexion de Dakar au corridor Trans-Sahel. Le premier ministre d'Éthiopie s'enquit de l'extension du réseau pour se connecter aux infrastructures existantes construites par la Chine. Même les dirigeants sud-africains commencèrent à explorer comment leur économie plus développée pourrait contribuer au projet continental. Ce qui rendait cette réponse particulièrement remarquable, c'était son authenticité. Ce n'étaient pas les habituelles politesses diplomatiques ou expressions obligatoires de soutien. C'étaient des demandes sérieuses de leaders qui reconnaissaient qu'un changement fondamental s'était produit dans la manière dont les nations africaines pouvaient interagir avec des partenaires mondiaux. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la réaction était électrique. Les citoyens se rassemblaient autour des radios et des téléviseurs pour entendre les nouvelles du triomphe diplomatique de leur président. Pour une nation habituée à être ignorée ou traitée avec condescendance par les partenaires internationaux, voir leur leader traité en égal par l'un des royaumes les plus puissants du monde était profondément significatif. Mais Traoré lui-même restait concentré sur la mise en œuvre plutôt que sur la célébration. Dans les interviews suivant son retour de Riyad, il souligna constamment que le vrai travail ne faisait que commencer. Une poignée de main en Arabie saoudite ne signifie rien si nous ne pouvons pas livrer des résultats en Afrique, dit-il aux journalistes. Le partenariat se prouve par la performance, pas par des promesses. Cette approche pragmatique caractérisa tout ce qui suivit. Plutôt que d'organiser des cérémonies élaborées ou d'annoncer des calendriers irréalistes, le gouvernement de Traoré entama le travail méthodique de transformer le succès diplomatique en progrès tangible. La première étape concrète fut la création du Bureau de coordination Trans-Sahel à Ouagadougou, composé conjointement de fonctionnaires burkinabés et de conseillers techniques saoudiens. Leur mandat était simple mais ambitieux, transformer le corridor d'infrastructure de concept en réalité en 5 ans. L'engagement saoudien se révéla plus que symbolique. Dans les 3 mois suivant la réunion de Riyad, des ingénieurs saoudiens menaient des études de faisabilité à travers la région du Sahel. Des entreprises de construction saoudiennes soumissionnaient pour des contrats préliminaires. Des banques saoudiennes établissaient des relations avec des institutions financières africaines. Mais peut-être plus important encore, le partenariat maintenait son accent sur l'égalité et le bénéfice mutuel. Plutôt que de simplement financer des projets africains avec de l'argent saoudien, la collaboration impliquait un véritable transfert de connaissances et un renforcement des capacités. Des ingénieurs africains travaillaient aux côtés de spécialistes saoudiens. Des économistes africains contribuaient à la planification des projets. Des entreprises africaines étaient prioritaires pour les contrats de construction. Cette approche eut des implications profondes au-delà du projet immédiat. Pendant des décennies, le développement africain avait été marqué par des relations de dépendance, que ce soit avec d'anciennes puissances coloniales, des superpuissances de la guerre froide ou des économies émergentes comme la Chine. Le partenariat saoudien représentait quelque chose de véritablement différent, une relation entre nations en développement basée sur des forces complémentaires plutôt que sur des hiérarchies de dépendance. L'impact s'étendait bien au-delà de l'économie. Les jeunes Africains commencèrent à voir les relations internationales différemment, non pas comme quelque chose qui leur arrivait, mais comme quelque chose qu'ils pouvaient activement façonner. Les universités à travers le continent lancèrent de nouveaux programmes sur la coopération sud-sud et la stratégie diplomatique. Les think tanks africains commencèrent à produire des recherches sur des modèles alternatifs de partenariat international. 6 mois après la réunion de Riyad, la première section du corridor Trans-Sahel fut inaugurée lors d'une cérémonie délibérément modeste mais symboliquement puissante. Plutôt que de faire venir des dignitaires internationaux pour une célébration fastueuse, l'événement mettait en avant des leaders communautaires locaux, des ingénieurs régionaux et des travailleurs qui construiraient réellement l'infrastructure. Le discours de Traoré lors de la cérémonie captura la signification du moment. Aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement une percée pour une route. Nous faisons une percée pour un nouveau modèle de la manière dont les nations peuvent travailler ensemble. Nous prouvons que le partenariat est plus puissant que le patronage, que la dignité est plus précieuse que la charité, et que le Sud global peut écrire sa propre histoire de développement et de prospérité. La construction de la route avança efficacement, l'expertise technique saoudienne se combinant avec la main-d'œuvre et les ressources africaines pour produire des résultats dépassant les projections initiales. Plus important encore,
Le projet généra des opportunités d'emploi significatives pour les communautés locales tout en développant une capacité technique durable qui perdurerait au-delà de ce projet spécifique. Alors que la première année du partenariat se concluait, son succès devint indéniable. Le corridor Trans-Sahel était en avance sur le calendrier et sous le budget. Le commerce saoudien-africain avait augmenté de 60%. Plus significativement, le partenariat avait inspiré des collaborations similaires entre d'autres nations du Sud global. Le Brésil explora des partenariats d'infrastructures avec le Nigeria. L'Inde intensifia son engagement avec les secteurs technologiques de l'Afrique de l'Est. Le Mexique établit de nouvelles relations commerciales avec les centres de fabrication d'Afrique du Nord. Le modèle saoudien-africain se propageait, créant un réseau de partenariats sud-sud qui remodelait les relations économiques mondiales. Mais la véritable mesure du succès du partenariat ne résidait pas dans les statistiques ou les chiffres commerciaux. Elle résidait dans le changement fondamental de la manière dont les nations abordaient la coopération internationale. Le modèle traditionnel des nations riches fournissant de l'aide aux nations pauvres était complété par un nouveau modèle de nations en développement s'associant les unes aux autres sur la base de forces complémentaires et de respect mutuel. Le prince héritier Mohammed Ben Salman réfléchit à cette transformation lors d'un discours marquant le premier anniversaire de la réunion de Riyad. Le président Traoré nous a appris que le vrai leadership ne consiste pas à avoir toutes les réponses. C'est poser les bonnes questions. Il ne nous a pas demandé de résoudre les problèmes de l'Afrique. Il nous a invités à participer aux solutions de l'Afrique. Cette invitation a transformé non seulement notre relation avec l'Afrique, mais notre compréhension de ce que signifie réellement le partenariat. Pour sa part, Traoré resta fidèle à son habitude de se concentrer sur les résultats plutôt que sur la reconnaissance. Lorsqu'on lui demandait de commenter son succès diplomatique, il soulignait constamment la nature collective de la réalisation. Ce partenariat a réussi parce qu'il était basé sur la vérité plutôt que sur la flatterie, sur le bénéfice mutuel plutôt que sur la charité unilatérale, et sur le respect plutôt que sur la pitié. Ces principes peuvent fonctionner n'importe où, entre n'importe quelle nation, si les leaders ont le courage de les adopter. L'histoire de ce jour à Riyad était devenue plus qu'une anecdote diplomatique. Elle était devenue un modèle pour l'évolution des relations internationales au XXIe siècle. Elle prouva que la dignité et le partenariat n'étaient pas seulement des idéaux moraux, mais des stratégies pratiques capables de produire de meilleurs résultats que les relations traditionnelles d'aide et de dépendance. Alors que le corridor Trans-Sahel approchait de la fin de sa première phase, son impact était déjà visible. De nouvelles entreprises émergeaient le long de la route. Les opportunités éducatives s'étendaient dans les communautés connectées. Plus important encore, les jeunes Africains voyaient leur continent différemment, non pas comme un endroit à sauver, mais comme un lieu qui construisait activement son propre avenir. Le partenariat entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso avait commencé avec le refus d'un homme de demander la charité et son insistance à offrir un partenariat à la place. Il était devenu un modèle qui inspirait des collaborations similaires, à travers le Sud global, et redéfinissait la manière dont les nations pouvaient travailler ensemble dans un monde interconnecté. Et à Gango, ce petit village où tout avait commencé, Moussa, âgé de 10 ans, étudiait maintenant à la lumière électrique, rêvant de devenir ingénieur et grandissant dans un monde où le leadership africain remodelait les relations internationales. Le garçon de la photo était devenu un symbole de ce qui était possible lorsque le partenariat remplaçait le patronage, lorsque la dignité surpassait la charité, et lorsque les leaders avaient le courage d'exiger le respect plutôt que de simplement espérer la sympathie. La transformation était complète, mais l'impact ne faisait que commencer.